Ancienne journaliste de guerre, Nadine Kamel-Toueg sillonne les terrains de conflit du Proche-Orient jusque dans les années 2000. Mais c'est en 1982 qu'elle a commencé le yoga à Beyrouth. 20 ans plus tard, elle décide de se consacrer entièrement à l'enseignement du yoga. Lorsque l'on m'a parlé de Nadine, j'ai immédiatement eu envie de la rencontrer. C'est sûr que du journalisme au yoga, ça nous fait déjà pas mal de points en commun. Et puis elle s'intéresse notamment à un yoga pour des personnes à mobilité réduite et accompagne des femmes confrontées à l'épreuve de la chimiothérapie. Pour Nadine, faire du yoga, c'est un état d'être au quotidien. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous propose de vous embarquer avec elle sous la forme d'un entretien réalisé au cours de quelques jours passés ensemble. Nadine, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? C'est une toute petite retraite de yoga. On essaye surtout de nettoyer. Ce qui est intéressant aussi dans le mouvement, c'est le nettoyage. On bouge le corps et en bougeant le corps, on va aussi nettoyer ces petites crispations que nous pouvons avoir dans la respiration. On va la nettoyer. On va nettoyer aussi notre mental, cet espace intérieur qui est souvent encombré. On va le nettoyer aussi. Et comme on mange que 2 fois par jour, on essaie aussi de s'alléger par rapport aussi à nos besoins alimentaires qui sont souvent trop. Et donc c'est 3 jours pour faire un petit reset, retrouver un équilibre. Et souvent pour trouver un équilibre, il faut passer par un déséquilibre. Et on passe par le déséquilibre, on retrouve l'équilibre et on harmonise. Alors quels sont tes outils pour harmoniser ? Alors, ce qui est intéressant, c'est dans le yoga, c'est une philosophie qui va faire appel d'abord au toucher, c'est-à-dire à la proprioception du corps. On va toucher, comme ce matin, on a marché dans la rosée matinale, qui est chargée de cette première forme vibratoire du matin, comme cela, son nom l'indique, la rosée matinale. Donc on commence par vraiment marcher dans cette rosée pour se connecter avec la terre et c'est le corps qui parle, c'est le pied qui parle, c'est le pied qui avance. Et déjà il y a une première mobilité. Ensuite on va faire appel à la respiration qui est notre deuxième mouvement interne. Et là ça commence à parler à notre deuxième couche, la couche interne, les organes internes, les poumons. Et après, la dernière couche qui est un peu plus élevée, c'est ce fameux mental qui nous perturbe et qu'on perturbe. C'est-à-dire, c'est un jeu constamment qu'on a avec le mental. Il nous laisse pas tranquille et on le laisse pas tranquille. Et donc, comment trouver justement aussi cet équilibre pour l'apaiser, le poser, juste pour que pendant ces quelques instants, on prend une petite distance et on puisse observer, prendre aussi une distance comme si qu'on observait notre corps, notre mental, notre respiration depuis un drone, depuis une distance beaucoup plus lointaine que rester vraiment collé à notre petite personne, à nous ce que nous faisons, c'est-à-dire ne pas se détacher, se détacher. Ça, c'est une notion très intéressante dans le yoga. Se détacher de ce que nous faisons. Même si nous faisons une posture, même si on réussit la posture, à un moment donné, on essaye de l'observer et de ne pas rester justement collé à la satisfaction, même collé à la joie. Essayer de la regarder et de passer à autre chose. C'est pas facile. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu notre groupe ? Oui, alors c'est un groupe assez divers, varié. Il y a des professeurs de yoga, donc des personnes qui sont connectées au yoga, qui en ont fait leur profession, donc qui connaissent bien leur corps, qui étaient des élèves à moi, d'autres des collègues.
Et il y a des personnes qui sont très fatiguées, qui sont des élèves de yoga, qui font du yoga une fois par semaine, mais qui essayent de se raccrocher, de garder cette régularité, parce que ce sont des femmes qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants, et qui ont constaté que cette régularité-là leur faisait du bien, les sortait justement de ce schéma d'être constamment attachées à ce qu'elles faisaient. Il y a des personnes qui font très peu de yoga, qui sont sorties d'un cancer et qui se reconnectent au yoga, qui se reconnectent à leur corps, qui auront besoin aussi de respirer, de retrouver cette énergie vivante. Le yoga, c'est vivant, c'est palpable, c'est tangible. Et donc, elles retrouvent cette énergie à l'intérieur. Et il y a Nadiège qui est arrivée en fauteuil roulant suite à un coma, suite à des erreurs médicales, la vérité, j'ai jamais très bien compris vraiment qu'est-ce qui s'était passé avec Nadiège, mais c'est pas important. Pour moi, Nadiège est arrivée, elle pouvait à peine rien bouger, à peine ses doigts, à peine ses mains. Mais déjà dans son regard, il y avait une envie de dépasser le simple fait que le corps soit dans cet état et que le mental n'est pas supposé rester embrigadé, emprisonné. Et donc, dès la première approche que j'ai eue avec Nadiège, c'était de la redresser, de lui tirer les épaules en arrière, de la faire respirer, de qu'elle se reconnecte à cette vivacité que nous avons tous. Et elle a très très bien réagi. D'ailleurs, c'est ce qu'elle cherchait. Elle cherchait pas du tout quelqu'un qui la brosse dans le sens du poil, qui lui dise attention. Non, elle voulait tout le temps aller au-delà. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur ce plan-là, d'aller au-delà, de se redresser, de respirer. Et donc, je lui mettais des tapis roulés derrière son dos, entre le fauteuil et son dos, pour qu'elle se redresse. Je la faisais descendre du fauteuil roulant pour l'allonger. Et petit à petit, avec l'aide d'autres thérapies, elle n'a pas fait que du yoga, elle a fait d'autres thérapies qui l'ont connectée avec cette reconnexion motricité sensorielle, qui lui redonne le toucher, qui lui redonne le mouvement. Et petit à petit, elle a pu se mettre au sol, petit à petit, elle a pu se mettre d'abord sur la chaise, on faisait chaise, sol, jusqu'au jour où 2 ans après, elle arrive à marcher. Et elle arrive à faire énormément de postures. Et elle veut avancer, puisque maintenant, elle a cette capacité justement de marcher, de faire plusieurs mètres, d'aller 200 mètres sans son fauteuil. Elle se redresse, elle ouvre sa poitrine. Et donc, on continue ce travail de redresser. Et donc, elle veut s'intégrer à un cours normal. Elle est venue à des ateliers. Je lui ai jamais dit non. À chaque fois, elle me disait, je peux venir à cet atelier? Oui. La seule question qu'elle pose, c'est si c'est accessible par rapport au fauteuil. C'est la seule question. Et si elle peut mettre son fauteuil quelque part. Et sinon, maintenant, elle peut monter des marches. Elle vient à des ateliers de 3 heures. Elle vient au cours régulièrement. Elle veut passer au cours intermédiaire. Elle est déjà passée au cours intermédiaire. Et elle veut faire plein de choses. Et donc, c'est intéressant de travailler avec justement un corps qui a subi ce traumatisme, qui s'est fermé au niveau des sensations motrices et qui maintenant, le circuit du prana, le prana est très important en yoga, c'est cette vitalité, cette vibration qui est vivante à l'intérieur et qui est donc, il y a le système nerveux, il y a le prana. Le prana, c'est encore la subtilité de cette substance qu'on n'arrive pas à toucher, mais qu'on sent bien qui existe en nous. On sent bien que quand on fait une séance de yoga, quand on sort d'un cours, l'aura est nettoyée. On a l'œil plus brillant, on a la peau plus brillante, on a un regard qui se pose différemment que rester dans un coin et être complètement éteint. Voilà le mot. Les gens rentrent des fois dans un cours de yoga éteintes par leur travail, éteintes. La flamme est éteinte. Et petit à petit, c'est cette flamme-là qu'on ravive à l'intérieur et ce prana qu'on fait circuler. Mais aussi pour que le prana circule, il faut l'équilibrer. Il faut tout équilibrer. Même le prana, il faut l'équilibrer. Et c'est ça que
avec toutes les respirations, les mouvements, elle arrive à sentir justement cette sensation vibratoire et ça se connecte au réseau nerveux, ça se connecte à son cerveau et ça lui permet de répondre aux psychomotriciens qui la font travailler, aux kinésithérapeutes, donc toutes les autres thérapies, main dans la main, on travaille dans le même sens et on réveille des zones éteintes. Et alors, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Elle est arrivée dans le centre, qui est un centre d'animation de la ville de Paris. Et elle a demandé s'il y avait des cours de yoga. On lui avait conseillé des cours de yoga. Et elle est arrivée, elle a foncé comme ça. Elle a un bolide, c'est pas un fauteuil roulant, c'est un bolide. Elle fonce, elle est arrivée comme ça. Et, euh, et puis, euh, et puis il y a eu une forte connexion parce que c'est aussi des personnages. Des fois, les personnages, des fois, sont demandeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent avancer. Elle a pas, les peurs tombent. Et elle, ses peurs sont tombées du moment qu'elle a décidé d'avancer et de s'en sortir. Et elle traîne avec elle toute personne qu'elle trouve dans un état de handicap, de mobilité réduite, parce qu'elle veut faire partager cette expérience de les faire avancer. Et, et à chaque fois, elle veut participer à des cours qui sont pas seulement dédiés aux personnes à mobilité réduite. Elle a même essayé un cours pour personnes à mobilité réduite en dehors de ce centre. Et elle m'a dit qu'elle s'était ennuyée, on lui a fait travailler les poignets et les doigts. Donc elle vient, elle fait des salutations au soleil, elle se tient avec la chaise, elle lance une jambe. Enfin, on peut toujours aider le corps, on peut toujours trouver des, des accessoires qui aident. Je suis formée dans la lignée Shivananda, qui est une lignée qui n'utilise pas d'accessoires. Et puis parallèlement, j'ai rencontré un professeur Iyengar. Ce professeur Iyengar, elle s'appelle Krista Brika, est une ancienne Shivananda qui est restée très longtemps au Shivananda. Et donc j'ai pu aussi me connecter à son cours qui était un cours purement Iyengar, mais je voyais bien qu'il était un peu différent des autres cours Iyengar que j'avais pris par ailleurs. Et j'ai appris avec le Iyengar à utiliser les accessoires. Et je trouve que c'est très intéressant d'utiliser des accessoires pour des professionnels, c'est-à-dire pour des professeurs de yoga, pour des cours très avancés où l'on peut avancer avec l'accessoire pour aller plus loin, comme pour des personnes à mobilité réduite, ça peut les aider à justement aussi à travailler différemment la posture. Donc l'accessoire chez BKS Iyengar a été un élément central, pivot pour tous les corps, toutes les pratiques, qu'elles soient avancées ou pour personnes à mobilité réduite. Et l'accessoire est là pour te dire que tu peux aller plus loin, tu peux essayer, tu peux te connecter. Comme aujourd'hui, une simple brique entre le mollet et la cuisse donne encore une puissance à la cuisse, une puissance aux ischio-jambiers. C'est pas très, enfin, c'est pas sorcier, mais si on y pense, on voit bien que ça nous aide à focaliser l'attention sur certaines parties du corps. Alors, tu parles de l'école Shivananda, donc c'est comme ça que tu as commencé, mais comment tu as découvert le yoga? Alors, j'ai découvert le yoga avec ma mère, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et nous vivions à Beyrouth en temps de guerre. Et ma mère a toujours fait de la gymnastique, de la danse, enfin, elle a toujours bougé. Depuis que je suis toute petite, j'ai des visions de ma mère qui me traînait dans une salle, je m'asseyais au fond, je la regardais faire. Donc, elle a toujours fait quelque chose. Peu importe, c'est-à-dire si il y avait un cours de gymnastique pas loin, elle faisait le cours de gymnastique, c'est un cours de danse, elle faisait un cours de danse. Elle a toujours bougé, et elle était une personne qui, avant l'heure, c'est-à-dire dans les années 50, les années 60, était très aware, très consciente de ce qu'on mange, de ce qu'on mange pas, d'un certain hygiène. Mais
il n'y avait pas à l'époque ces informations qui circulaient, donc je crois qu'elle avait des informations par soit des livres, soit intuitivement. Elle, elle s'occupait un petit peu de la qualité de la nourriture, d'une certaine diététique, d'une certaine frugalité par certains moments. Donc, enfin, j'ai baigné dans une ambiance bien avant les années 70, encore bien plus loin que ça, où ma mère était un peu dans cette mouvance, sans être extrême, sans être simplement, elle avait comme ça une notion de ne pas manger de viande, privilégier les légumes, privilégier les crudités, les fruits. Et dans ce centre de yoga qu'une amie lui avait conseillé, qui se trouvait en face de nous, on n'avait qu'à traverser la rue, et le centre était vraiment l'immeuble en face de notre immeuble. Donc, elle n'avait aucune excuse, et elle m'a traînée tout simplement. Voilà, je me suis retrouvée dans une salle de yoga avec ma mère, je faisais ce qu'il fallait faire, et puis pas plus, je veux dire que je me souviens qu'à l'époque, j'avais 22 ans, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je faisais ce qu'on me demandait de faire et puis je rentrais chez moi et puis je menais ma vie de fille de 22 ans avec la bière, la débauche, les amants, enfin voilà, une fille. Bon, bon. Puis je retournais faire mon yoga, puis je ressortais, donc on n'avait pas du tout ému outre mesure. Et ce centre-là faisait venir un swami, donc un gourou, qui nous faisait des satsangs, c'est-à-dire des réunions où on chantait des mantras, on chantait Om Triambakam et tout ça. Viens, je viens. Moi, j'étais assez docile. On me disait d'aller, j'allais. Alors, je me suis assise, j'ai chanté, j'ai entendu ce qu'il me disait, j'ai rien compris, mais j'écoutais, je comprenais toujours rien, bon. Et je continuais ma vie et je suis devenue journaliste. Et quand de Beyrouth, j'ai été à Paris. Je travaillais pour RTL, je travaillais pour des radios. Donc, j'ai suivi un petit ami, qui est devenu mon mari, avec lequel j'ai eu 3 garçons et avec lequel j'y suis toujours depuis 35 ans. Donc, je l'ai suivi à Paris. Il travaillait à Beyrouth comme photographe. Et puis, il était basé à Paris et je l'ai suivi. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai aussi essayé de voir où est-ce qu'on donne des cours de yoga. Mais à cette époque, le yoga n'était pas comme aujourd'hui, donc c'était en 1980. Il y avait, je me souviens, des cours de yoga dans un centre de gym. J'ai oublié le nom, c'est une grande chaîne de l'époque. Et il y avait quelques cours de yoga. Puis il y avait des cours de yoga dans le centre de danse du Marais. Et puis il y avait des annonces comme ça de journées de yoga où on nous enseignait à bien manger. C'était comme ça des femmes qui se disaient, allez, je vais faire une petite journée de yoga dans un tout petit appartement parisien avec 5 personnes. Je tentais des expériences. Et parce que je me disais quand même, ça me manque quelque part. Et comme je suis pas une grande athlète, j'aime pas courir, j'aime pas les salles de sport, je me dis il faut bien que je fasse quelque chose. Retournons voir ce yoga là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Encore une fois, voyons voir. Et puis petit à petit, bon, je continue à être journaliste, j'ai eu 3 enfants. Et à un moment donné, avec les 3 enfants et cette vie où je me suis... C'est ça ce qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'il nous arrive à un moment donné, il nous parle à un moment donné de notre vie, où on est tellement la tête sous l'eau, on est tellement collé dans cette vie que nous menons, que nous n'arrivons pas à lever la tête, nous n'arrivons pas à mettre le nez au-delà de l'eau. Et on se dit, mais il y a ça, on sait qu'il y a ça, on sait qu'il y a le yoga. Et on se connecte à ce yoga et petit à petit, on sort la tête de l'eau. On sort et waouh, et on se dit, ça y est, c'est ça, voilà ce que je cherchais. Et on y est. Si jamais on veut essayer le yoga, parce que maintenant c'est devenu vraiment une discipline qui est proposée partout, tout le monde veut faire du yoga, les médecins qui sont un petit peu
éclairés conseillent vivement de faire du yoga, les psychiatres, les psychologues. C'est vraiment devenu quelque chose qui est très tendance, on va dire. Il faut pousser la porte d'un centre de yoga. Il faut essayer. Si ça nous plaît, ça nous plaît. Si ça nous parle pas, il faut essayer ailleurs. Il y a chaque yoga est fait pour une personne. Il faut pas se décourager si le premier cours ne vous a pas parlé, ne vous a pas plu. C'était pas peut-être le bon jour, c'était pas peut-être le bon professeur, c'était pas peut-être le bon style de yoga. Allez chercher ailleurs jusqu'au où vous allez, ça va cliquer. C'est comme un puzzle qui s'imbrique et qui marche ou qui marche pas. C'est pas grave, ça peut ne pas marcher. Quand j'avais 20 ans, je peux pas dire que je suis tombée amoureuse du yoga. Je levais la jambe, je baissais la jambe, je faisais le triangle, je faisais des respirations, je faisais Kapalabhati, mais ça m'avait pas ému au-delà du cours lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. Il faut essayer. Il y a des yogas qui correspondent. Moi, j'ai eu des élèves de yoga jeunes, très jeunes, des hommes. Je les ai envoyés faire de l'ashtanga. Et maintenant, en l'occurrence, cet élève, il fait de l'ashtanga depuis 3 ans. Il a été en Inde faire de l'ashtanga pendant 2 mois et il veut passer à un niveau supérieur et justement, il fait des stages. Il suit les vidéos de, De pétri. oui, il suit les vidéos de Petri, il le connaît très bien, parce que je lui en ai parlé et il m'a dit, mais je le connais, enfin, il m'a dit, je suis très bien ce couple-là, je les connais, j'attends aussi un stage qui soit pas très loin de moi pour aller prendre un stage avec eux. Là, en ce moment, il va faire un stage avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, donc j'ai senti quand il était dans mon cours qu'il avait besoin de bouger, de sauter et d'aller au-delà de sa limite physique. Il est athlétique, il est physique. Et moi, le yoga qui me correspond, c'est un yoga justement où je vais au-delà de mes limites, mais j'ai besoin d'un yoga qui m'étire, qui me parle de thérapie, qui me parle d'organes internes. J'aime quand le yoga s'adresse à tout le monde, qu'on est interpellé parce qu'on a tous des problèmes de ballonnement, on a tous des problèmes de transit, enfin, on a tous des problèmes de lombaire, de dos, etc. Et donc, quand je mentionne ça, ça parle. Et le yoga nous parle, c'est-à-dire il nous parle de tous nos sens, à travers tous nos sens. Les 5 sens sont réveillés. Et j'ai essayé l'ashtanga, j'ai essayé le bikram, j'ai essayé tous les yogas. Et puis, je suis restée au yoga Iyengar et Shivananda, qui est un hatha yoga avec une salutation au soleil classique. Et je fais un mix de ce que j'ai appris avec l'Iyengar et que je continue à apprendre. Je continue mes cours régulièrement. Et ma pratique de Shivananda. Donc, je fais un mix parce que l'alignement est important. Euh, le détail de Iyengar est important. Pourquoi il est important? Pendant le confinement, le fils de Iyengar nous a donné des cours à partir de l'Inde. Donc j'ai pu suivre des cours, vraiment des masterclass extraordinaires avec le fils d'Iyengar pendant le confinement. Et donc il disait quand les professeurs Iyengar insistent tout le temps sur justement lever la rotule, etc., c'est parce que le mental a besoin d'indications. Le mental part si facilement que si on ne va pas le fixer et le centrer sur le corps et comment s'adresser à son corps, il va partir. Et donc si on commence par le corps, on peut à partir du corps aller s'adresser à des sphères plus intimes, plus subtiles, la respiration, etc., etc. Mais il faut d'abord parler à cette enveloppe matière. Nous sommes faits de cette enveloppe, nous sommes faits de cette matière. Et d'ailleurs, l'Ashtanga et l'Iyengar avaient le même professeur. Et chacun était dans son chemin, c'est-à-dire que Krishnamacharya avait Patabi Joyce et BKS Iyengar. Ils ont eu le même maître, un même enseignement, mais un enseignement comme à l'époque c'était un individu one-to-one, ils appelaient ça. C'est chaque maître avait un seul élève.
et il le faisait travailler par rapport à son corps, par rapport à ses besoins, par rapport à, à ce que le yoga lui parle. Et on a eu ces deux grands maîtres qui sont Patabi Joyce et Iyengar, et Shivananda qui était au nord, qui était à Rishikesh, qui lui était médecin et qui a pensé que tout en étant médecin, les patients, ces patients, n'avaient pas vraiment besoin d'un médecin, mais avaient surtout besoin d'un médecin de l'âme. Et c'est pour ça qu'il a arrêté, il était dans un hôpital à Madagascar, et il est rentré en Inde, et il a fait ce que font beaucoup de grands maîtres et de sages, c'est-à-dire qu'ils renoncent et ils font le tour de l'Inde. C'est ce qu'avait fait un peu Gandhi, c'est-à-dire ils sillonnent l'Inde pour se mettre en contact avec leur propre population, et ils se délaissent de leurs biens. Et comme ils appellent ça, ils prennent un bâton de pèlerin, et ils se cherchent d'abord à eux-mêmes, ils se cherchent. Et une fois qu'ils ont fait ce chemin-là, ce chemin initiatique, ils reviennent, ils s'installent et ils transmettent. Et tu as à la fois cette qualité de transmettre le yoga, mais aussi de journaliste. Quelle est, alors là, on pourrait en faire une thèse, hein, je pense, mais quelle est l'analyse que tu pourrais faire de cette évolution de l'histoire entre, effectivement, tu vois, tu parlais de one-to-one, on parle aussi de, avant, c'était une communauté qui était dirigée envers un gourou, envers un maître, et aujourd'hui, avec l'évolution aussi des médias, des réseaux sociaux, on a développé toute autre chose. Quelle est ton analyse à toi de cette évolution de l'histoire du yoga? Donc, elle est arrivée en Occident parce qu'on avait un besoin du mental fatigué, on avait besoin de se connecter à ce calme, on avait besoin de se retrouver, de se ressourcer. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'on perde au fil de ces formations et de ces jeunes. C'est très bien qu'ils fassent du yoga, je trouve ça formidable. Mais on perd un petit peu de cette essence, de ce que le yoga nous enseigne réellement. Le yoga nous enseigne, entre autres, il y a plusieurs euh, enseignements philosophiques profonds. Mais il y a un enseignement philosophique très intéressant qu'on appelle Sakshi Bhava. Sakshi Bhava est cette capacité d'avoir une attitude d'observer. Alors souvent, on peut être dans un cours de yoga et on entend une phrase « Prenez le rôle du témoin, prenez le rôle de l'observateur, observez. Vous êtes témoin. » Et justement, il y a, enfin, je ne sais plus combien d'années maintenant, mais quand j'avais 20 ans, ça remonte. Et les fameux satsangs où j'allais avec ce swami où ma mère me traînait, il parlait tout le temps de ça. Il parlait, vous êtes dans un théâtre et vous regardez la pièce de théâtre devant vous et vous observez. Et je n'avais rien compris à ce qu'il essayait de dire. Il m'a redit ça quand il m'avait vu seul. J'avais un grand privilège de me retrouver seul avec lui. Il m'a redit ça, j'ai rien compris. Et ça m'a mis 40 ans pour comprendre qu'est-ce que c'était Sakshi Bhava. Donc ça veut dire quoi, témoin et observer? C'est notre capacité d'être dans une situation avec un même regard et cette équanimité. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans cette retraite de yoga et je participe à cette retraite de yoga. La retraite de yoga va s'arrêter avant terme, c'est-à-dire au lieu que je fasse 3 jours, je vais faire 1 jour et demi parce qu'il y a eu un événement qui m'empêche de continuer et qui me soustrait à cette retraite. Sakshi Bhava, c'est cette capacité que nous avons à observer de la même attitude que je suis dans cette retraite ou pas, et de n'avoir aucun remous et reflux du mental. Ni il est fâché, ni il est dans la joie. Il est là, il fait ce qu'il a à faire.
on peut pas faire la retraite 3 jours. Ok, ça a été interrompu, je continue, mais je ne me laisse pas polluer par cette fluctuation. Et malheureusement, pour bien moins que ça, le mental, même des professeurs de yoga, fluctue et passe d'une colère à une autre pour des choses minimes de tapis qu'ils n'ont pas retrouvés. Des fois, je les observe. Je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est-à-dire, et je me souviens de ce swami qui disait tout le temps, le mental, contrôler le mental, contrôler. Je comprenais rien de ce qui contrôler le mental. Et maintenant, 40 ans plus tard, mais je vois autour de moi comment le mental peut déraper, mais pour un rien, pour quelqu'un qui a pris sa place dans le train, pour, je sais pas, des toutes petites choses de notre quotidien qui sont constantes tout le temps. On marche sur le pied, on mange, et la personne fait tout un ramdam. Mais, donc, si on observe, cette personne qui était calme, soudain, elle se laisse aller à un mental qui fait un bond de colère, mais pour rien. Et donc maintenant, on va ramener cette colère et la replacer, tout ça. Alors que Sakshi Bhava, tu restes stable, rien ne te perturbe. Alors, bien sûr, c'est difficile, bien sûr, on n'arrive pas à faire ça, mais si on connaît, enfin, si on se dit, on va essayer, et là, on peut se rapprocher de Sakshi Bhava, se rapprocher pour éviter, et d'ailleurs c'est une liberté, c'est magnifique, c'est une liberté que finalement on se libère de ce mental qui nous torture. C'est le mental qui nous torture, et si on se libère de ce mental, waouh, on trouve une liberté intérieure, on trouve ce calme, on trouve cette équanimité, rien ne nous perturbe, dans le sens que au lieu de projeter, on attend, on verra bien, on fait au jour le jour, minute par minute, ce qu'on a à faire, on le fait, on reste dans l'action et on passe à autre chose. Avec le même mental, la joie, elle est là, elle va ni être plus, ni être moins. Je crois que c'est pas mal de finir là-dessus. Hein. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sakshi Bhava, notre capacité à rester en observation, on observe.